Bonjour. Donc, nous sommes Pierre Pénat et Lucie Podgorniak, architectes à Groupe, et nous allons vous présenter nos réflexions et notre approche sur les bienfaits d'une architecture adaptée pour les établissements psychiatriques. Donc, notre intervention, elle va se décomposer en 3 temps. D'abord, une introduction qu'on a nommée primum non nocere, donc qui est le principe fondamental de l'éthique médicale qu'on attribue à Hippocrate, où dans l'esprit c'est de se dire que la première chose d'abord c'est de ne pas nuire, et qu'il faut toujours quand on établit un protocole dans un établissement de santé mentale, évaluer le rapport entre le bénéfice et le risque. Et c'est toute la problématique quand on parle de contention et d'isolement, qui est le thème de notre intervention. Ensuite, dans un second temps, on va s'attacher à la notion qui est de prévenir plutôt que de contraindre. On va faire un point un petit peu sur où on en est dans les réflexions, donc à l'échelle française, européenne, et de voir comment les pratiques sont en train d'évoluer. Énormément de mouvements de pensée sur ces sujets de la contention et de l'isolement. Et nous, on mettra en avant le fait qu'on pense que les lieux sont pas encore assez réinterrogés. Et notre réflexion justement sur la notion d'architecture empathique, elle a pour but de montrer que l'architecture doit aussi prendre sa part dans le phénomène de réussir à éviter les crises en amont. Donc, juste quelques chiffres introductifs. Aujourd'hui, il y a l'IRDES qui a établi quelques statistiques il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Il y a à peu près 300 000 hospitalisations par an dans des établissements de santé mentale et psychiatrie, et environ une dizaine de milliers de mesures d'isolement. Et aujourd'hui, la contention mécanique est encore une pratique auquel on recourt beaucoup. Il y a environ 8000 usages de la contention dans les établissements de santé, là je parle en France. Donc c'est pas une pratique qui est marginale, c'est une pratique qui est structurelle, c'est une pratique qui est rentrée un petit peu dans les mœurs et dont on a du mal à se détacher aujourd'hui. Et tous les enjeux, ça va être de comprendre comment on peut faire autrement. Quand on est patient et qu'on est attaché, c'est quelque chose qui n'est pas un acte thérapeutique, c'est un acte de prévention. On parle souvent d'échec médical, mais à nos yeux, on pose la question qui est de savoir, et si c'était aussi un échec spatial? Parce qu'on pense qu'on doit aussi assumer notre part sur cet échec, parce que l'environnement dans lequel on place quelqu'un va influencer directement son état psychique, quelque chose qu'on peut assez facilement comprendre quand on se naît dans un lieu, on a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de l'indicible, qui fait qu'on se sent plus ou moins bien. Et sur la psychiatrie et la santé mentale, nous, on a développé une réflexion sur tous les éléments qui peuvent permettre de créer cette architecture thérapeutique, ou qu'on appelle aussi empathique, donc qui se soucie justement des sentiments des gens et de leurs ressentis. Donc, on a tendance à imaginer que l'état de crise, c'est quelque chose qui est imprévisible, qui intervient sans qu'on s'y attende, alors que en réalité, c'est un mécanisme qui est dans le temps. Les personnes, les résidents des établissements psychiatriques, en fait, ont des humeurs changeantes, mais ont des états de crise qui montrent et qui finissent par exploser. Et tout ce processus, nous, on n'est pas des médecins, on n'est pas des psychiatres, mais on identifie plusieurs paramètres qui finalement font passer d'un état de mal-être à un état de crise qui n'est plus supportable et où on est obligé d'agir avec de l'isolement ou de la contention. On pense que ça peut venir par exemple du bruit. Le bruit est quelque chose qui influe énormément sur le psychique et sur le bien-être. On pense que ça vient aussi de la notion dont les plans et les bâtiments sont réalisés. Quand on n'a pas d'échappatoire, si on est déjà dans une impasse intellectuellement, si physiquement on est aussi dans une impasse,
et ben ça ajoute et ça peut amener justement à cet état de crise. Et en fait, un des points qui nous paraît fondamental, c'est la notion de contrôle sur son environnement. C'est-à-dire que très souvent dans les établissements psychiatriques, on pense que tout doit être sécurisé, tout doit être verrouillé. Et finalement, nous, on a une approche complètement inverse. On pense que plus on donne de contrôle aux résidents, et plus ils vont se sentir bien dans leur tête et bien dans leur corps. Autrement dit, on pense que les lieux peuvent aggraver une crise ou l'éviter. Donc la contention aujourd'hui, c'est une réponse courante, mais qui est profondément problématique. Il y a eu énormément d'études à ce sujet. C'est une pratique qu'on devrait considérer aujourd'hui un peu d'un autre âge, qui est traumatisante, mais qui surtout est humiliante, parce qu'on perd complètement le contrôle de soi et de son corps dans cette situation. Et c'est vraiment problématique, parce que dans un établissement de santé mentale, une des choses qu'il est assez difficile à créer, c'est la relation un peu privilégiée entre l'équipe soignante, entre les infirmiers, les psychiatres et les résidents. Et cette relation de confiance, elle se fait vraiment dans le temps. Et quand on arrive à cette situation extrême de devoir attacher ou isoler les résidents, eh ben on brise complètement cette relation de confiance qui avait été créée. Donc on pense nous qu'il faut réussir à ne plus avoir à arriver à ces extrémités-là. D'où l'idée de prévenir plutôt que de contraindre en ayant une évolution des pratiques. On se rend compte que dans énormément de pays d'Europe, il y a une évolution sur le sujet. Il y a beaucoup de pays qui sont sur une évolution avec zéro contention. En France, on considère que c'est environ seulement 10% des établissements. Mais depuis un an ou deux, il y a une avancée vraiment significative. On sait qu'il y a le PSM de Vendée qui a lancé son objectif zéro contention. Il y a eu en fin d'année dernière aussi en octobre les journées nationales des JPJA, des jeunes psychiatres et jeunes addictologues, qui étaient centrés sur ce sujet de la contention. Il y a eu aussi en juin 2025 l'UNAFAM, qui est l'Union des familles et des amis de personnes malades handicapées psychiques, qui a créé un manifeste justement pour défendre l'abolition de la contention et une nouvelle pratique dans les établissements de santé mentale. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et nous, l'idée, c'est que on arrive à l'accompagner par une architecture empathique. Alors, on constate qu'il y a des lieux qui évoluent peu, mais qui évoluent quand même un petit peu. Dans la conception architecturale des lieux de soins, les dispositifs de gestion de crise reposent souvent donc sur les chambres d'isolement, mais aussi sur les espaces d'apaisement. Donc, on voit de plus en plus d'espaces d'apaisement qui sont mis en place dans les unités. Mais bon, voilà, on constate quand même que il y a des espaces qui ont encore peu changé. On a des couloirs longs, des espaces fermés, des logiques de surveillance, et du coup, on est plus dans une logique de contrôle que d'apaisement. Et donc, on sait que la majorité des violences, elles peuvent naître en fait de ces frustrations qui sont liées à l'environnement de la vie quotidienne. On pense que la violence en psychiatrie vient des patients, mais en réalité, elle vient souvent des espaces qu'on leur impose. Ça produit quelque chose de très simple. En fait, la frustration amène l'agitation, qui amène la violence. Et la crise, en fait, c'est une montée en tension, et du coup, c'est pas un accident. Et du coup, la réponse à la crise, c'est l'isolement ou la contention. Face à la crise, on a ces deux outils qui sont la chambre d'isolement qui est controversée et l'espace d'apaisement qui, lui, est devenu donc maintenant obligatoire quand on a une unité avec des chambres d'isolement. On a forcément un espace d'apaisement qui doit être conçu. Et on oppose ici deux logiques, en fait. D'un côté, la chambre d'isolement qui est plutôt subie, dure, punitive et humiliante. Et de l'autre, les espaces d'apaisement, qui eux sont choisis, accessibles et qui sont pensés pour que le patient puisse s'apaiser et faire redescendre la crise quand il sent qu'elle arrive. Et ça change tout, parce que dans un cas, on enferme, et dans l'autre, on permet de se réguler et de s'auto-réguler.
D'où notre réflexion, et si on évitait la crise, et si l'architecture pouvait éviter la crise. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, il publie des avis et des rapports très critiques sur les conditions d'isolement de contention. Il les considère comme des pratiques à haut risque, d'atteinte aux droits fondamentaux, et donc ils exigent des hôpitaux des plans d'action pour la réduction de ces mesures en mettant l'accent sur l'amélioration de l'environnement et de la relation du soin. Et c'est là que l'architecture empathique peut jouer son rôle, parce que c'est une architecture qui réduit activement la probabilité de crise. Toutes ces spécificités architecturales qui font une architecture qui induit moins de violence, c'est vraiment le terreau d'une qualité relationnelle accrue qu'on va avoir dans les établissements. Un patient qui peut sortir de la situation n'a pas besoin qu'on le maîtrise. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. C'est qu'il faut vraiment être capable d'évaluer si les dispositifs mis en place, que ce soit structurels, que ce soit spatiaux, vont permettre, dans une situation qui nous paraît dérivée, qui nous paraît amenée vers la crise, à s'auto-réguler. Et ça, pour nous, c'est très important. C'est vraiment l'architecture empathique qui doit, dans sa conception, offrir des lieux de repli avant même que l'escalade de la violence ne rende nécessaire l'isolement. L'idée, comme on l'a écrit, c'est de prévenir plutôt que de contraindre. Donc, parmi les éléments sur lesquels on porte énormément de soin sur nos projets, pour donner des issues plutôt que de contraindre, il y a évidemment la lumière. La lumière, c'est quelque chose qui est fondamental, quel que soit le projet, mais encore plus quand on est dans un établissement de santé mentale. On sait que la lumière, elle va avoir tendance à apaiser, qu'elle va donner des repères. Et la lumière de deux sortes. La lumière, évidemment, artificielle, où il faut que le patient ait le contrôle sur la lumière. On a très souvent des établissements où la lumière s'allume et s'éteint sans que le patient puisse contrôler cet élément-là. Et c'est une privation vraiment de contrôle qui amène à des états de crise, et surtout l'utilisation de la lumière naturelle. On va en parler un peu après, mais c'est un des points qui est fondamentaux. Ça permet de donner des repères, ça permet de calmer. Dans les bâtiments, il y a aussi un soin apporté sur les couleurs et la matière. On sait que les couleurs douces, naturelles, sont indispensables dans ces établissements, et en même temps, on a aussi besoin de matériaux un peu plus chauds. On utilise beaucoup de bois dans nos projets, tant pour sa matérialité que pour sa couleur et la chaleur que ça peut apporter. Par ailleurs, on s'intéresse aussi, en collaboration avec les équipes soignantes, à tout ce qui est stimulation sensorielle, olfactive, qui sont des points à ne pas négliger dans les projets de santé mentaux. Apporter des issues plutôt que contraindre, ça passe par ce qu'on va appeler la gradation des espaces. C'est-à-dire que un résident, il va pas être toujours dans le même état d'esprit, il va y avoir des fluctuations, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Il va y avoir des moments où il va avoir besoin de sociabiliser, d'échanger, d'expliquer un petit peu son ressenti, parfois son mal-être. Ça peut être en grand groupe, ça peut être des moments de jeu, des moments de partage, des moments de repas, mais il y a aussi des moments où on a besoin d'être en plus petit comité. Donc d'avoir des espaces semi-publics, intermédiaires, où on peut se retrouver à 2-3. Ça peut être aussi pour pouvoir échanger avec l'équipe soignante. Et ensuite, on va avoir besoin d'espaces où on va plus vers l'intime, qu'on a appelé semi-privé, où ce sont des petites niches, des petites salles. On va vous montrer sur des exemples tout à l'heure. Et enfin, l'échelle vraiment la plus intime, la plus privée, c'est l'échelle individuelle, c'est la chambre, qui est le lieu vraiment où on peut se retrouver. Donc les lieux de retrait volontaire, c'est contrairement aux salles d'isolement, aux salles d'apaisement ou à ces espaces, c'est des lieux en fait qui sont des lieux qui admettent l'inconnu, c'est-à-dire que c'est dans les circulations. Pour nous, une circulation, c'est pas uniquement un espace technique, logistique qui mène d'un point A à un point B, mais c'est vraiment un espace de vie. Donc dans les circulations, il faut pas uniquement regarder les ratios SDO-SU, mais il faut aussi s'imaginer que ça participe vraiment
à la thérapie, que ça participe à apprécier les lieux dans lesquels on est. Donc on essaie d'animer ces circulations par des endroits où on peut se retrouver. L'idée, c'est que le retrait soit volontaire et pas stigmatisant. Et il y a aussi derrière ça la notion de cocon, qui est une notion médicale qui a fait ses preuves. On sait que le sentiment d'enveloppement, parfois on a besoin de cet espace un peu restreint, parce que au-delà d'être un contenant pour le corps, c'est aussi un contenant contre les angoisses. Et dans certains moments de la journée, de la semaine, du mois, les résidents ont besoin de se sentir dans des espaces un peu plus enveloppants. Et à contrario, les espaces ouverts, ils sont fondamentaux parce que c'est ce qui permet d'éviter le repli sur soi. Donc c'est l'alternance de ces deux types d'espaces qui sont fondamentaux. Les issues après plus traditionnelles, évidemment, ce sont les salons calmes, les chambres d'apaisement, où on se retrouve dans des espaces qui sont un peu plus formalisés, mais qui sont aussi nécessaires, parce qu'il va par exemple y avoir l'utilisation de salles Snozelen, qui étaient très utilisées initialement dans les établissements avec plutôt des résidents avec des troubles autistiques, mais pour lesquels on s'est rendu compte aussi que dans des établissements de psychiatrie adulte, ça réduisait énormément les comportements d'agitation, et que donc c'était quelque chose qu'il fallait aussi utiliser dans ce type d'établissement, et que dans les établissements qui avaient des salles de ce type qui fonctionnent bien, on avait un recours à la contention qui diminuait sensiblement. Donner des issues plutôt que contraindre, ça passe aussi par trois choses. Ça passe par décloisonner. Il faut absolument réussir à créer des espaces qui ne sont pas uniquement une succession de salles fermées, mais qui sont des espaces dans lesquels on peut déambuler, dans lesquels on a une certaine liberté. Donc les pièces dans nos projets sont souvent ouvertes sur la circulation, comme vous pouvez voir sur l'exemple ici. On est contenu, mais en même temps on est quand même libre. On sent que si on s'arrête dans cette pièce, on va pas être enfermé, qu'on va pouvoir repartir, revenir. Et c'est cette liberté en fait qui est fondamentale. Il y a aussi la notion de zone modulable, c'est-à-dire que il faut pas que les choses soient trop figées, il faut laisser un peu de possibilités, offrir des zones qui peuvent changer. Et enfin, on s'intéresse énormément à la polychromie, à l'alternance et au contraste. Il faut éviter la monotonie de la monochromie qui peut entraîner du désintérêt, plutôt un comportement lié au sommeil. Et c'est cette alternance qui vont maintenir l'éveil et qui vont permettre de stimuler les résidents. Donc, si donner des solutions et recréer des issues, et la première, je sais pas, ça marche, oui, vous m'entendez. Et la première solution, le deuxième principe fondamental qu'on utilise, c'est de redonner le contrôle, parce que perdre le contrôle de son environnement, forcément, c'est souvent le début de la crise. Et pour ça, on travaille plusieurs choses dans le bâtiment. Donc on travaille beaucoup le lien avec l'environnement et avec la nature. On sait que la biophilie, ça a un effet bénéfique. Donc la biophilie, pour Edward Hobson, désigne le besoin inné de l'être humain de connexion avec le vivant. Donc ça, en milieu psychiatrique, ça se traduit par du jardinage, la présence d'animaux, des espaces végétalisés, qui constituent donc des interventions thérapeutiques. Et puis, tout simplement, ça se manifeste dans les bâtiments par des accès directs à l'extérieur. Donc, ça soit dans un petit patio ou dans un grand parc. Là, vous avez les exemples de divers projets sur lesquels on travaille avec l'hôpital de Sevré, l'hôpital de Montesson et l'hôpital de Bel-Air, où là, c'est des hôpitaux qui sont situés dans des grands parcs. Donc, on profite vraiment du bénéfice de cette nature environnante. Et donc ces effets psychologiques positifs, en fait, ils sont variés, c'est-à-dire qu'il y a une réduction du stress, de l'agitation, il y a une amélioration de l'estime de soi, et puis un soutien à la stabilisation émotionnelle face à la crise. Sortir, en fait, et voir la nature, ça permet de favoriser la concentration, de faire un peu d'activité physique le cas échéant, et puis en fait on constate que ça améliore la qualité du sommeil et que ça réduit le recours aux psychotropes.
Et donc tous ces effets, enfin la nature et la lumière en fait permettent aussi aux résidents d'avoir un rythme, de retrouver un rythme par rapport au temps qui passe et par rapport au soleil, et donc de se remettre un peu dans un rythme circadien cohérent. Donc la deuxième chose qu'on met en place dans les bâtiments, c'est de permettre, plutôt que d'empêcher, donc ça passe par la liberté de circuler, de déambuler. On l'a dit, hein, comme Pierre l'a dit précédemment, la déambulation, en fait, elle fait partie aussi du soin en psychiatrie. C'est-à-dire que les couloirs ne sont pas que là pour diriger un flux, en fait, ils sont là aussi pour... voilà, on déambule, on peut discuter avec un soignant, on peut s'isoler dans une des niches, une alcôve si on en ressent le besoin, on peut observer, avoir une vue sur l'extérieur, et tout ça, c'est très important. On peut aussi donner la liberté d'ouvrir une fenêtre. Ça paraît tout bête, mais c'est pas le cas dans toutes les unités. Donc voilà, pouvoir ouvrir une fenêtre pour un patient, pouvoir prendre l'air, c'est important. On peut donc, comme je l'ai dit, s'isoler ou interagir avec les autres. Donc l'architecture empathique, elle est l'antithèse de l'institution totale. Elle restitue à l'individu ce que l'asile lui a toujours confisqué, c'est-à-dire le choix, l'espace personnel et la dignité. Donc ça, c'est une phrase du sociologue Erving Goffman dans son livre Asile. Et en fait, il décrit bien comment les institutions totales retirent tout le choix à l'individu. Et c'est toute la différence de l'architecture empathique qui fait tout l'inverse. Donc pour permettre la déambulation, on évite, on travaille sur quelque chose qui est clé dans le bâtiment, c'est le couloir. Et donc on évite de faire des couloirs linéaires qui enferment et qui sont en cul-de-sac. L'idée c'est de pouvoir plutôt travailler sur quelque chose qui est bouclé et qui permet la fluidité. Et donc cette fluidité, elle permet voilà, de faire redescendre les tensions. Donc on travaille sur des couloirs clairs avec des vues dégagées. Et on sait que la fenêtre soigne, selon Ulrich, une vue sur la nature ne peut être que bénéfique. Donc on utilise la lumière naturelle comme on vous l'a expliqué, l'exposition à la lumière, donc ça produit de la sérotonine, hein, qui est un neurotransmetteur associé au bien-être. Ça réduit la production de cortisol, ça favorise l'orientation spatiale et ça aide à maintenir l'attention, la concentration, les performances cognitives. Donc c'est pas du confort, c'est du soin. Donc, et enfin, on travaille sur les courbes parce que ça réduit la sensation d'opposition entre le mur et les corps, ça invite à la déambulation et ça fait un effet également contenant. Je vais un petit peu plus vite parce que je vois qu'on a un petit peu dépassé le temps. On travaille sur des bâtiments à échelle humaine. On sait que plus un lieu ressemble à un lieu de vie, et bien moins il produit de violence. Donc on travaille sur une échelle domestique pour que le patient se sente chez soi. On gère aussi les matériaux, le bruit. Donc la beauté des lieux, on sait qu'elle améliore l'estime de soi. La matérialité, c'est pas que de l'esthétique, hein, c'est une question de dignité. Et puis, on entend encore trop souvent, c'est trop bien pour des fous. Donc nous, on pense qu'au contraire, la qualité architecturale, elle fait partie du projet et elle restitue l'estime de soi aux patients. Parce que en fait, l'architecture, elle a un regard social en fait. Elle est vecteur d'intégration et elle permet une architecture soignée, pardon, permet une meilleure considération des personnes accueillies. En conclusion, une architecture empathique, ça ne supprime pas la sécurité, ça la transforme en quelque chose de plus souple, de plus humain et de plus efficace. Donc si on veut réduire la contention, il ne suffit pas de changer les pratiques, il faut changer les lieux. Et le soin se construit donc avec l'espace. Merci de votre attention. Merci.